Au dîner, mon neveu m'a traité de domestique sous les rires de ma sœur. Je suis parti en silence. Elle m'a écrit d'apprendre le respect. J'ai répondu, vérifie tes mets. À minuit, elle recevait son avis d'expulsion. Le son était sec. Il trancha le brouhaha chaleureux de la salle à manger comme un couteau. J'étais debout près du buffet, tenant une carafe d'eau pour remplir mon propre verre. Le lourd cristal semblait froid dans ma main. C'est à ce moment-là que la cloche a sonné. C'était une petite cloche en argent, habituellement gardée sur la cheminée en guise de décoration. Mon neveu de 12 ans, Olivier, la tenait en l'air. Il me regarda droit dans les yeux avec un sourire narquois. « Les domestiques doivent venir quand on les appelle, » dit-il. La pièce devint silencieuse une seconde. Puis les rires commencèrent. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire bruyant. Un rire habitué. Un rire cruel. Je regardais ma sœur Hélène. Elle était assise en bout de table. Elle ne le gronda pas. Elle se contenta de faire tournoyer son vin dans son verre et de sourire. « Eh bien, dit-elle d'un ton léger, sa voix portant à travers la pièce. Evelyne a toujours été douée pour servir les autres. C'est tout ce qu'elle sait vraiment faire, n'est-ce pas? J'attendis. J'attendis que ma mère prenne la parole. J'attendis que mon oncle ou ma cousine me défende. J'attendis que quelqu'un dise que j'étais de leur famille, pas leur employé. Personne ne dit un mot. Ils se contentèrent de sourire et de continuer à manger. Ma main tremblait en posant le verre sur la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement tourné les talons et quitté la pièce. Ils ne le savaient pas encore, mais ce silence était le son de la fin de leur monde. Je m'appelle Evelyne Claire Dubois. J'ai 38 ans. Les gens me décrivent généralement comme calme. Ils disent que je suis posée. Ils disent que je suis la discrète. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'être discrète était une bonne chose. Je pensais que cela signifiait que j'étais forte. Je pensais que cela signifiait que je pouvais gérer les choses sans me plaindre. Mais le silence peut être dangereux. Si vous restez silencieux trop longtemps, les gens cessent de vous entendre. Ils oublient même que vous êtes là. Ils oublient que vous êtes une personne avec des sentiments. C'est ce qui s'est passé avec ma famille. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Ce fut un processus lent. Tout a commencé il y a 5 ans, dans le bureau de notre avocate de famille, maître Pascal Charpentier. C'était un mardi pluvieux. Je me souviens du bruit de la pluie frappant les vitres. Ma mère, Marguerite, était là. Ma sœur, Hélène, était là. Mon oncle Marc était assis dans un coin. Nous étions tous vêtus de noir. Nous venions d'enterrer ma grand-mère, la matriarche de la famille Dubois. Tout le monde était nerveux. Nous savions tous qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais la plus grande question était la maison. Le domaine de Beauchêne. Le domaine de Beauchêne n'est pas juste une maison. C'est une immense propriété. Elle compte 32 pièces. Elle s'étend sur 16 hectares de terre parfaitement entretenue. Elle est historique. Elle est magnifique et vaut plus de 8,5 millions d'euros. Hélène était assise sur le bord de son siège. Elle était parfaite, comme toujours. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon élégant. Elle portait une robe de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle tenait la main de son mari, Bertrand. Elle la serrait fort. Hélène s'attendait à recevoir la maison. Tout le monde s'attendait à ce qu'Hélène reçoive la maison. Hélène était la sociable. C'était elle qui aimait les fêtes. C'était elle qui savait parler aux gens importants. Elle aimait être sous les feux des projecteurs. Elle avait passé toute sa vie à se comporter comme la princesse du domaine de Beauchêne. Moi, j'étais juste Evelyne. J'étais celle qui lisait des livres dans la bibliothèque. J'étais celle qui aidait le jardinier à désherber les parterres de fleurs. J'étais celle qui s'asseyait avec grand-mère quand elle était malade, lui tenant la main pendant qu'elle dormait. Maître Charpentier s'éclaircit la gorge. Elle ouvrit l'épais dossier en papier sur son bureau. Concernant la propriété connue sous le nom de domaine de Beauchêne, lut Pascal, sa voix stable. Je lègue la propriété dans son intégralité, y compris tout le mobilier et les terrains, à ma petite fille, Evelyne Claire Dubois. La pièce devint complètement silencieuse. La pluie sur la fenêtre semblait devenir plus forte. Hélène laissa échapper un hoquet. C'était un son sec et laid. Quoi, dit-elle.
Elle regarda Pascal, puis elle me regarda. Son visage devint rouge. Ce doit être une erreur. Grand-mère me l'avait promise. Elle savait que c'était moi qui y vivrais. Evelyne n'aime même pas les fêtes. Qu'est-ce qu'elle va faire d'un manoir? Ma mère tendit la main et toucha le bras d'Hélène. Pascal, êtes-vous sûr? Demanda ma mère. Peut-être y a-t-il un amendement. Evelyne est. Eh bien, Evelyne est merveilleuse, mais elle n'est pas vraiment du genre chef de famille. Il n'y a pas d'erreur, dit Pascal. Elle me regarda avec un petit sourire. Votre grand-mère a été très claire. Elle voulait qu'Evelyne ait la maison. Hélène se mit à pleurer. Ce n'était pas un pleur discret. Elle sanglotait. Elle mit son visage dans ses mains. Ce n'est pas juste, gémit-elle. J'ai Olivier. Nous avons besoin de l'espace. Evelyne vit seule. Elle n'a pas besoin de 32 pièces. C'est égoïste. C'est juste égoïste. J'étais assise là, me sentant petite. J'aurais dû être heureuse. Ma grand-mère m'avait aimée. Elle m'avait laissé son plus grand trésor. Mais je ne me sentais pas heureuse. Je me sentais coupable. Je regardais ma sœur. Elle avait l'air brisée. Je regardais ma mère. Elle avait l'air déçue de moi. Je regardais mon oncle. Il secouait la tête. Je détestais les conflits. Je détestais être la raison pour laquelle tout le monde était contrarié. Je voulais qu'il m'aime. Je voulais que nous soyons une famille heureuse. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Hélène, dis-je doucement. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux mouillés de larmes de colère. Quoi? Lança-t-elle. Je ne veux pas que nous nous disputions, dis-je. Je sais que tu aimes la maison. Je sais que tu veux y élever Olivier. Et alors, dit-elle, tu vas me la donner? Je ne peux pas te la donner, dis-je. Le testament était dans une fiducie. Je ne pouvais pas simplement la céder sans d'énormes pénalités fiscales. Mais tu peux y vivre. Hélène cligna des yeux. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu peux emménager, dis-je. Toi, Bertrand et Olivier, vous pouvez y vivre sans payer de loyer. Vous pouvez avoir la suite principale. Je resterai dans le pavillon d'amis au bord de la propriété où je viendrai juste en visite. Tu peux gérer la maison. Prends juste soin. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Les larmes d'Hélène s'arrêtèrent. Un sourire se répandit sur son visage. C'était comme le soleil après la tempête. Vraiment, demanda-t-elle. Tu ferais ça? Oui, dis-je. Nous sommes sœurs. La famille est plus importante qu'une maison. Ma mère frappa dans ses mains. Oh, Evelyne, c'est si noble de ta part. C'est la bonne chose à faire. Tu as sauvé la famille. Hélène se leva et me serra dans ses bras. Merci, Evie. Tu es la meilleure. Je promets que j'en prendrai grand soin. Ce sera incroyable. Je sentis une lueur chaleureuse dans ma poitrine. Ils étaient heureux. Ils étaient fiers de moi. Je pensais avoir fait une bonne chose. Je pensais avoir acheté la paix. Je ne savais pas que je venais de donner à ma sœur l'arme qu'elle utiliserait pour me détruire. Ça a commencé lentement. Le premier mois, Hélène a emménagé. Elle a fait venir 5 camions de déménagement. Elle a rempli les placards de ses vêtements. Elle a engagé du personnel, un cuisinier, une femme de ménage, un jardinier. J'étais heureuse pour elle. Je suis resté dans mon petit appartement en ville, à environ 30 minutes de là. Je venais en visite le week-end. Au début, Hélène était reconnaissante. Merci de nous laisser être ici, disait-elle quand j'entrais. Mais cette gratitude n'a pas duré. Au 6e mois, les choses ont commencé à changer. Je suis venu pour le dîner du dimanche. Je suis entré dans le salon. Les magnifiques rideaux bleus antiques que ma grand-mère aimait tant avaient disparu. À leur place se trouvaient de lourds rideaux de velours doré. Ils avaient l'air clinquants. Oh, dis-je en regardant les fenêtres. Tu as changé les rideaux. Hélène ne leva même pas les yeux de son téléphone. Les anciens étaient poussiéreux, dit-elle. Ceux-ci sont plus modernes, mieux pour recevoir. Je n'ai rien dit. C'était ma maison. Elle aurait dû me demander. Mais je ne voulais pas commencer une dispute pour des rideaux,
alors je suis restée silencieuse. Une année passa. Puis 2. Hélène commença à organiser des événements. Elle organisa des collectes de fonds caritatives. Elle organisa des garden parties. Elle organisa des dîners politiques. Elle commença à se faire appeler la dame de Beauchêne. Je l'ai vue dans le journal local. Il y avait une grande photo d'Hélène debout sur le grand escalier. Elle portait une longue robe rouge. Le titre disait « Hélène Morrison ouvre sa demeure historique pour la charité ». L'article ne me mentionnait pas. Il ne disait pas qu'elle était locataire. Il disait sa demeure. J'ai découpé l'article. Je l'ai regardé pendant longtemps. Je sentis une boule dans ma gorge. Ça n'a pas d'importance, me suis-je dit. Ce ne sont que des mots dans un journal. Je connais la vérité. L'acte de propriété est à mon nom, mais la vérité est que les faits n'ont pas d'importance si tout le monde croit à un mensonge. Hélène réécrivait l'histoire, et je la laissais faire. Quand je venais en visite, le personnel me regardait étrangement. Je ne pense pas qu'Hélène leur ait dit que j'étais la propriétaire. Je pense qu'elle leur a dit que j'étais juste la sœur qui venait en visite. Parfois, la femme de ménage me demandait de déplacer ma voiture pour que les invités puissent se garer. Le cuisinier me disait que je ne pouvais pas prendre un encas car la nourriture était pour la fête. Je ne les ai jamais corrigés. J'ai juste déplacé ma voiture. J'ai juste remis la pomme dans le bol. Pendant qu'Hélène jouait la riche mondaine, c'était moi qui payais les factures. Posséder un manoir coûte cher. Les impôts fonciers à eux seuls s'élevaient à plus de 100 000 € par an. L'assurance était massive. Les réparations étaient constantes. Chaque mois, je faisais des chèques. J'ai un bon travail. Je possède un cabinet de conseil prospère, mais la maison épuisait mes économies. Je travaillais tard le soir pour payer les réparations du toit qu'Hélène exigeait. J'ai payé pour le nouveau système de chauffage qu'elle disait absolument nécessaire. J'ai tout payé. Hélène n'a rien payé. Elle a acheté de nouvelles voitures. Elle est partie en vacances en Europe. Elle a acheté des poneys pour Olivier. Elle dépensait son argent pour elle-même pendant que je dépensais mon argent pour garder un toit au-dessus de sa tête. Je pensais qu'elle l'apprécierait. Je pensais qu'elle le savait. Mais le sentiment que tout nous est dû est une étrange maladie. Elle rend les gens aveugles. Hélène a cessé de voir ma générosité. Elle a commencé à la voir comme son droit. Ce qui nous amène au dîner. C'était un jeudi soir. Ma mère était là. Mon oncle Marc était là. Ma cousine Jennifer était là. C'était un dîner de famille, a dit Hélène. Mais en réalité, c'était un spectacle. La table était dressée avec la plus belle porcelaine, la porcelaine de ma grand-mère. Il y avait 3 plats. Le vin était cher. J'étais assise sur le côté de la table. Hélène était en bout de table, là où le propriétaire devrait s'asseoir. La conversation tournait entièrement autour du nouveau projet d'Hélène. Elle prévoyait un grand gala de printemps sur la pelouse. Ça va être fabuleux, dit Hélène en agitant sa fourchette. Nous aurons une tente, un groupe de musique live, d'énormes arrangements floraux. Je vais inviter le maire. Ça a l'air cher, dis-je doucement. Qui paie pour la tente? Hélène arrêta de mâcher. Elle me regarda avec un froncement de sourcils. Eh bien, c'est le domaine qui couvre les événements, Evelyne. Évidemment. C'est pour la réputation de la maison. Le domaine, c'est moi, dis-je. Mon compte en banque. Ne sois pas de mauvais goût, Evelyne, dit ma mère. Elle prit une gorgée de vin. Hélène fait tout le travail. C'est elle qui l'organise. Tu devrais être reconnaissante qu'elle maintienne la pertinence du nom de famille. Oui, ajouta l'oncle Marc. Hélène travaille très dur. Toi, tu n'as qu'à signer un chèque. C'est la partie facile. Je baissai les yeux sur mon assiette. La partie facile? Travailler 60 heures par semaine pour financer ce style de vie était la partie facile. Je sentis ma poitrine se serrer. Je regardai mon neveu Olivier. Il avait 12 ans maintenant. Il portait un petit costume. Il ressemblait trait pour trait à son père. Il m'observait. Il ne mangeait pas. Il me regardait simplement avec des yeux froids et ennuyés. Il avait grandi dans cette maison. Il avait grandi en voyant sa mère me traiter comme une nuisance. Il avait bien appris ses leçons.
Je me levai pour prendre plus d'eau. La carafe en cristal était sur le buffet. Je m'approchai. Je me sentais fatigué. J'étais si fatigué de payer. J'étais si fatigué d'être invisible dans ma propre maison. Je versai de l'eau dans mon verre. Tigne, tigne, tigne. Je me figeai. Je me retournai. Olivier tenait la cloche en argent. C'était la cloche que ma grand-mère utilisait pour appeler la bonne dans les années 1980. Nous ne l'avions pas utilisée depuis 20 ans. Olivier la fit sonner à nouveau. Il me regarda droit dans les yeux. Les domestiques doivent venir quand on les appelle, dit-il. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je regardais la table. Je regardais ma famille. C'était le moment. C'était le moment pour ma mère de dire, Olivier, c'est impoli. Excuse-toi auprès de ta tante. C'était le moment pour Hélène de dire, Olivier, Evelyne est la propriétaire de cette maison. Montre un peu de respect. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont ri. Ma mère gloussa. L'oncle Marc eut un sourire narquois. La cousine Jennifer couvrit sa bouche pour cacher un faux rire. Et Hélène? Hélène sourit. Elle fit tournoyer son vin. Elle me regarda avec ce regard apitoyé et condescendant qu'elle m'adressait toujours. Eh bien, dit-elle. Evelyne a toujours été douée pour servir les autres. C'est tout ce qu'elle sait faire. Quelque chose en moi se cassa. Ce ne fut pas un claquement bruyant. C'était un claquement silencieux. C'était le bruit d'un pont qui s'effondre. Je les ai regardés, vraiment regardés. J'ai vu les bijoux que j'avais payés. J'ai vu la nourriture que j'avais achetée. J'ai vu le toit que je maintenais au-dessus de leur tête. Et j'ai vu qu'ils s'en fichaient. Ils ne m'aimaient pas. Ils me prenaient pour un outil. Ils me prenaient pour un portefeuille. Ils me prenaient pour une servante. Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé mon verre. Je n'ai pas bu l'eau. Je suis sorti de la salle à manger. J'ai marché le long du grand couloir. J'ai passé devant les portraits de nos ancêtres. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Ma voiture était garée sur le côté de l'allée pour ne pas bloquer la vue d'Hélène. Je suis monté dedans. J'ai démarré le moteur. J'ai quitté ma maison en voiture. C'était fini. Evelyne qui ne corrigeait jamais personne était partie. Et elle ne reviendrait pas. J'ai conduit pendant 40 minutes. La route était sombre. Mes mains étaient serrées sur le volant. Mes jointures étaient blanches. Je n'ai pas pleuré. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Au lieu de cela, je me sentais froide. Je sentais un froid glacial profond au centre de ma poitrine. Je suis arrivé à mon immeuble. C'est un bel immeuble, mais ce n'est pas un manoir. C'est calme. C'est simple. C'est le mien. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me suis simplement assise sur mon canapé beige et j'ai fixé l'écran de télévision noir. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore. J'ai fouillé dans mon sac et je l'ai sorti. L'écran était lumineux dans la pièce sombre. C'était un SMS d'Hélène. J'ai regardé l'heure. Il était 21h34. J'ai pensé. Peut-être qu'elle s'excuse. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle était allée trop loin. Peut-être que ma mère lui a dit de s'excuser. J'ai ouvert le message. Il n'y avait que 2 mots. Apprends le respect. J'ai fixé l'écran. Je l'ai lu 3 fois. Apprends le respect. Elle me disait d'apprendre le respect. Je venais de quitter ma propre maison parce que son fils m'avait traité comme une servante. Je venais de partir parce qu'elle avait ri de mon humiliation et elle me disait d'apprendre le respect. Elle n'était pas désolée. Elle était en colère que j'ai gâché son dîner en partant. Elle était en colère que j'ai fait une scène en restant silencieuse. Elle pensait que j'étais une enfant qui avait besoin d'être grondée. Ce SMS a tout changé. Si elle n'avait rien dit, je me serais peut-être calmé. Je serais peut-être revenu la semaine suivante. Je leur aurais peut-être pardonné comme je le faisais toujours. Mais elle a envoyé ce texto. Elle a appuyé sur le bouton. Elle a sonné la cloche une fois de trop. Je n'ai pas tapé un long paragraphe. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué mes sentiments.
J'ai tapé 3 mots. Surveille ton courrier. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler jusqu'à Maître Pascal Charpentier. Pascal était l'avocate de ma grand-mère. Elle était aussi mon avocate. Elle me connaissait depuis que j'étais une petite fille. Elle savait exactement ce qui se passait au manoir. Elle m'avait prévenu il y a des années que cela arriverait. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné 4 fois. Evelyne ? La voix de Pascal était ensommeillée. Il était tard. Est-ce que tout va bien ? Non, Pascal, dis-je. Ma voix était calme. Ça ne ressemblait pas à ma voix. Ça ressemblait à la voix d'une étrangère. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi tout de suite. Il est presque 22 heures, Evelyne. Je sais. Je suis désolé, mais ça ne peut pas attendre. J'ai besoin que tu envoies un coursier au manoir. Pascal fit une pause. Je pouvais l'entendre s'asseoir dans son lit. Le ton de sa voix changea. Elle devint avocate instantanément. Qu'est-ce qu'on envoie ? Un avis d'expulsion, dis-je. Silence. Es-tu sûr ? Demanda Pascal. Une fois que nous aurons fait ça, Evelyne, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est l'option nucléaire. J'en suis sûr, dis-je. Je veux qu'ils partent. Tous. Hélène, Bertrand, Olivier. Je veux qu'ils sortent de ma maison. Pour quel motif ? Il n'y a pas de bail. J'ai dit qu'ils sont des invités révocables. Je révoque l'invitation. Donne-leur le préavis standard. 30 jours. Je peux faire rédiger les papiers en 20 minutes, dit Pascal. J'ai un service de coursier qui travaille 24h24 et 7h7 pour les urgences. Ils peuvent y être avant minuit. Fais-le, dis-je. D'accord, dit Pascal. Je t'appellerai quand ce sera livré. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assise dans le noir. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient stables. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Je l'ai bu debout. Pour la première fois en 5 ans, je ne me sentais pas comme la petite sœur. Je ne me sentais pas comme la discrète. Je ne me sentais pas comme la victime. Je me sentais puissante. J'ai regardé mon téléphone. Hélène n'avait pas répondu à mon texto. Elle pensait probablement que je bluffais. Elle en a probablement ri. Surveille ton courrier. Que pourrait bien faire Evelyne ? Elle était sur le point de le découvrir. J'ai attendu. À 23h58, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Pascal. Livré, remis en main propre à Hélène Morrison à la porte d'entrée. J'ai pris une profonde inspiration, puis la tempête a commencé. Le premier appel est arrivé à minuit 1. C'était Hélène. J'ai laissé sonner. Le téléphone s'est arrêté. Puis il a recommencé immédiatement. Elle a appelé encore et encore, 9 fois. Mon téléphone dansait sur la table basse. L'écran illuminait la pièce de son nom. Hélène. 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 Elle n'envoyait plus de SMS. Elle avait besoin d'entendre ma voix. Elle avait besoin de savoir que c'était une erreur. À la 10e sonnerie, j'ai décroché. Allô, dis-je. Tu ne peux pas faire ça, cria Hélène. Elle ne pleurait pas encore. Elle était furieuse. Sa voix était aiguë et stridente. Ça me faisait mal à l'oreille. Tu ne peux pas m'expulser de ma maison. Pour qui te prends-tu à envoyer un étranger à ma porte à minuit ? Tu as fait peur à Olivier. Tu m'as fait peur. J'ai écouté. Je l'ai laissé crier. C'est une blague, n'est-ce pas, hurla-t-elle. C'est une sorte de mauvaise blague parce que tu es en colère pour la cloche. Tu es dramatique, Evelyne. Extrêmement dramatique. Appelle l'avocate et dis-lui que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur, dis-je. Si, cria-t-elle. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'habite ici. Tu y habites parce que je te le permets, dis-je. Ce n'est pas ta maison, Hélène. C'est la mienne. Nous avons un accord. Nous avions un accord verbal, l'a corrigé-je. J'ai dit que tu pouvais rester tant que tu prenais soin de l'endroit. Tu n'en as pas pris soin et tu n'as pas traité la propriétaire avec respect.
Du respect? Elle rit. C'était un son frénétique, fou. C'est à propos de la cloche. Es-tu sérieuse? Tu expulses ta sœur parce qu'un enfant de 12 ans a fait une blague. Ce n'était pas une blague, dis-je. Et ce n'était pas seulement la cloche. C'était 5 ans de manque de respect. C'était les rideaux. C'était les fêtes. C'était toi qui me traitais comme une étrangère dans la maison de ma grand-mère. La cloche n'était que la fin. Tu as dit que je pouvais vivre ici aussi longtemps que je le voulais, cria-t-elle. C'est vrai, dis-je. Ma voix restait stable. Et maintenant, je révoque cette invitation. Tu ne peux pas, je peux, et je l'ai fait. La vie est légale, Hélène. Pascal l'a rédigé. Tu as 30 jours pour quitter les lieux. Où suis-je censé aller? Sa voix se brisa. La colère se transformait en peur. Nous avons des choses ici. Nous avons des meubles. L'école d'Olivier est à 10 minutes. Tous mes amis sont ici. J'ai le gala le mois prochain. Annule le gala, dis-je. Je ne peux pas annuler le gala. Les gens ont acheté des billets. Ce n'est pas mon problème, dis-je. Il y eut un silence sur la ligne. C'était un silence lourd, épais. Evelyne, dit-elle, sa voix baissant. Elle semblait petite maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé pour ce soir. D'accord. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû rire. Je ferai en sorte qu'Olivier t'écrive une lettre. Déchire juste le papier. S'il te plaît. Non, dis-je. Que veux-tu dire par non? Je veux dire non. C'est trop tard pour les excuses. Mais nous sommes de la même famille, gémit elle. Tu fais ça à ta famille? Oui, dis-je. Parce que pendant 5 ans, tu as oublié que j'étais aussi ta famille. Je le dirai à maman, menaça-t-elle. La colère revenait. Je dirai à tout le monde ce que tu fais. Tu seras une paria. Personne ne te parlera. Vas-y, dis-je. Dis-leur. Dis-leur que je me suis enfin défendu. Je te déteste, cria-t-elle. Je te déteste, Evelyne. Je sais, dis-je. Tu me détestes depuis longtemps. Tu le cachais juste parce que tu avais besoin de ma maison. Je ne pars pas, hurla-t-elle. Je ne vais nulle part. Tu devras me traîner dehors. Si vous n'êtes pas parti dans 30 jours, dis-je, l'huissier vous escortera dehors. C'est ce que dit la vie. Lis-le attentivement. J'ai raccroché le téléphone. Ma main tremblait maintenant. J'ai posé le téléphone sur la table. Il a sonné à nouveau instantanément. Cette fois, c'était Bertrand, mon beau-frère. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Bertrand encore. J'ai refusé. Puis un SMS de Bertrand. Evelyne, décroche. Hélène fait une crise de panique. Tu dois arrêter ça. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Il était 00h30. Ma mère n'appelle jamais après 21h. J'ai regardé l'écran. Maman. Une partie de moi voulait répondre. Je voulais expliquer. Je voulais qu'elle comprenne pourquoi je souffrais. Je voulais que ma mère me réconforte, mais je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle n'appelait pas pour me réconforter. Elle appelait pour arranger les choses pour Hélène. Elle appelait pour me dire que j'avais tort. J'ai retourné le téléphone. Je l'ai mis en silencieux. Je suis resté assise dans mon salon jusqu'au lever du soleil. J'ai regardé la lumière grise filtrer à travers les stores. Je me sentais vide. Je me sentais triste. Je venais de faire exploser ma famille. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas lourde. Le poids avait disparu. J'avais parlé et il m'avait enfin entendu. Le soleil se leva, mais je ne me sentais pas réveillé. J'avais l'impression de me déplacer dans l'eau. Mon téléphone avait finalement cessé de sonner vers 3 heures du matin. Maintenant, à 7 heures du matin, il a recommencé. C'était une sonnerie différente aujourd'hui. Ce n'était pas la sonnerie frénétique et en colère de la nuit précédente. C'était régulier. C'était persistant. C'était le son d'une famille qui serrait les rangs. J'étais assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de café noir. J'ai regardé l'écran. Appel entrant,
maman. Je savais que je devrais répondre à un moment donné. Si je ne le faisais pas, elle viendrait ici. Elle avait une clé de mon appartement. La pensée d'elle débarquant, l'air déçu et parfait, me retournait l'estomac. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. Bonjour, mère, dis-je. Evelyne Claire Dubois. Sa voix était basse. C'était la voix qu'elle utilisait quand j'avais cassé un vase étant enfant. C'était la voix de la déception. Je viens d'avoir Hélène au téléphone. Elle est hystérique. Elle dit que tu l'as expulsée. S'il te plaît, dis-moi qu'elle a mal compris. Elle n'a pas mal compris, dis-je. Je lui ai envoyé un préavis de 30 jours. Pourquoi, demanda ma mère. À cause d'un dîner? À cause d'une blague? Ce n'était pas une blague, mère. Tu étais là. Tu as entendu Olivier. Tu as entendu Hélène. Et tu as entendu les rires. Tu as ri aussi. Oh, arrête, lança-t-elle. Nous buvions du vin. C'était une ambiance festive. Tu es incroyablement sensible. Tu as toujours été sensible, Evelyne. Tu prends tout si au sérieux. Je prends au sérieux le fait d'être traitée comme une servante dans ma propre maison, dis-je. C'est la maison d'Hélène, dit-elle. Les mots me frappèrent comme une gifle. Non, mère, dis-je calmement. C'est ma maison. Grand-mère me l'a laissée. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je paie les impôts. Je paie l'assurance. Je paie les réparations. Hélène y vit simplement. Des détails techniques, ricana ma mère. Grand-mère a fait une erreur. Nous le savons tous. Hélène est celle qui utilise la maison. C'est elle qui l'a remplie de vie. Elle a un enfant. Tu es une femme célibataire vivant dans un appartement. Pourquoi aurais-tu besoin d'un manoir? Peu importe pourquoi j'en ai besoin, dis-je. C'est à moi et j'en ai assez d'être intimidé. Intimidé? Ma mère soupira, longuement et bruyamment. Tu n'es pas intimidé. Tu es soutenu. Nous te laissons faire partie de tout. Hélène t'invite à chaque fête. Elle t'inclut. Et c'est comme ça que tu la remercies, en la jetant à la rue. Elle n'est pas à la rue. Elle a 30 jours et elle a un mari qui a un travail. Ils peuvent louer une maison. Tu es cruel, dit ma mère. Sa voix devint dure. Ton père aurait honte de toi, de déchirer la famille pour des sentiments blessés. Règle ça, Evelyne. Appelle Pascal. Annule la vie. Excuse-toi auprès de ta sœur. Non, dis-je. Pardon? J'ai dit non. Je ne vais pas régler ça. Je ne vais pas m'excuser. Au revoir, mère. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai renversé du café sur la table. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer. Le téléphone a sonné à nouveau. Appel entrant. Oncle Marc. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis un SMS de sa part est arrivé. Evelyne, c'est indigne de toi. Tu es la discrète, la sensée. Ne laisse pas la jalousie ruiner ta relation avec ta sœur. Elle est la mère de ton neveu. Sois la plus intelligente. Appelle-moi. La jalousie. Il pensait que j'étais jalouse. Il pensait que je voulais la vie d'Hélène. Je ne voulais pas de sa vie. Je voulais juste son respect. Puis est venu l'email de ma cousine Jennifer. L'objet était, vraiment? Je l'ai ouvert. Evie, j'ai appris la nouvelle. C'est fou. Hélène est anéantie. Elle partait d'une bonne intention au dîner. Elle essayait juste d'être drôle. Tu connais son sens de l'humour. Elle t'aime. S'il te plaît, ne la mets pas dehors. Pense à Olivier. Il pleure à chaudes larmes. J'ai supprimé l'email. J'ai mis le téléphone dans un tiroir. J'avais besoin de voir quelque chose. Je suis allé à mon petit bureau à domicile. J'ai ouvert le classeur. J'ai sorti le dossier épais intitulé « Finances du domaine de Beauchesne ». Je me suis assise par terre et j'ai étalé les papiers. Il y avait 4 ans de relevés bancaires, 4 ans de reçus. J'ai regardé les chiffres. Réparation du toit, 42 000 €. J'ai payé ça l'année où Hélène a décidé que les tuiles en ardoise avaient l'air sales.
Modernisation du système de chauffage, 18 000 €. J'ai payé ça quand Bertrand s'est plaint que la chambre principale avait des courants d'air. Rénovation du paysage, 25 000 €. J'ai payé ça avant la première garden party d'été d'Hélène. Impôt foncier, 112 000 € par an. J'ai fait le calcul. J'ai tout additionné. En 4 ans, j'avais dépensé près de 600 000 € pour cette maison. Et quelle était la contribution d'Hélène? Elle achetait les courses. Elle payait la femme de ménage qui ne me regardait pas dans les yeux. Elle achetait des coussins que je n'avais pas le droit de déplacer. J'ai regardé le montant total. C'était une fortune. J'avais travaillé la nuit. J'avais travaillé le week-end. J'avais sauté des vacances. J'avais conduit une vieille voiture. Tout ça pour qu'Hélène puisse jouer à la dame du manoir. Et en échange, elle a appris à son fils à sonner une cloche pour m'appeler. La culpabilité a commencé à s'estomper. Ma mère a dit que j'étais cruelle. Mon oncle a dit que j'étais jalouse. Ma cousine a dit que j'étais folle. Mais en regardant ces papiers, en regardant les chiffres froids et durs, j'ai réalisé autre chose. Je n'étais pas cruelle. J'étais une banque. Et la banque était finalement fermée. J'ai pris une photo de la somme totale. Je ne la leur ai pas envoyée. Je l'ai gardée pour moi. J'avais besoin de me souvenir de ce sentiment. Je n'étais pas la méchante. J'étais celle qui avait payé pour la scène sur laquelle ils jouaient tous. Le téléphone dans le tiroir a sonné en sourdine. C'était probablement encore Hélène. Ou peut-être Bertrand. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les papiers par terre. Je suis allé dans ma chambre et je me suis allongé. J'ai fixé le plafond. Le silence dans mon appartement était différent maintenant. Il n'était pas solitaire. Il ressemblait à une forteresse. Il pouvait appeler autant qu'il voulait. Il pouvait crier. Il pouvait me faire culpabiliser. Mais la vie avait été livrée. Le compte à rebours avait commencé. Le premier jour était terminé. Plus que 29 jours. J'ai attendu 2 jours. J'avais besoin du silence. J'avais besoin de reprendre des forces. Je savais que si je les voyais trop tôt, je pourrais m'effondrer. J'avais passé 38 ans à m'effondrer pour les mettre à l'aise. Je ne pouvais pas me le permettre cette fois-ci. Le matin du 3e jour, je me suis habillé. Je n'ai pas mis mes pulls confortables habituels. J'ai enfilé un blazer noir bien coupé. J'ai mis des talons. J'ai attaché mes cheveux en arrière. J'ai conduit jusqu'au domaine de Beauchêne. La route était magnifique. Les feuilles devenaient oranges et dorées. La longue allée sinueuse était bordée de vieux chênes. Habituellement, lorsque je montais cette allée, je ressentais de l'anxiété. Je m'inquiétais de savoir si ma voiture était trop sale. Je m'inquiétais de me garer au mauvais endroit. Je m'inquiétais de savoir si Hélène serait de mauvaise humeur. Aujourd'hui, je ne ressentais pas d'anxiété. Je ressentais un sentiment de propriété. J'ai garé ma voiture juste devant les marches de l'entrée. Je ne me suis pas garé sur le côté. Je me suis garé directement devant les grandes portes en chêne. Je suis sorti. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma clé. Je suis entré dans le hall. Ça sentait les lys frais et la cire coûteuse. C'était calme. Bonjour, ai-je appelé. Ma voix a résonné sur les sols en marbre. Il y a eu un bruit de pas pressés. Hélène est apparue en haut des escaliers. Elle avait l'air terrible. Ma sœur était toujours parfaite. Ses cheveux étaient toujours coiffés. Son maquillage était toujours impeccable. Aujourd'hui, elle portait un peignoir en soie froissée. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne portait aucun maquillage. Elle avait l'air plus vieille. Elle avait l'air effrayée. Elle a dévalé les escaliers. Evelyne, a-t-elle haleté? Elle a tendu les bras comme pour m'étreindre, mais j'ai fait un pas en arrière. Elle s'est figée. Tu es venu, dit-elle. Dieu merci. Je savais que tu viendrais. Je savais que tu n'irais pas vraiment jusqu'au bout. Je suis venu chercher quelques livres de grand-mère dans la bibliothèque, dis-je calmement. Et pour voir comment se passe l'emballage. Le visage d'Hélène s'est décomposé. L'emballage? Evelyne, s'il te plaît. Nous n'avons pas fait les cartons.
Nous ne partons pas, il vous reste 28 jours, dis-je. J'ai regardé ma montre. Techniquement, 27 et demi. Arrête, a-t-elle crié. Elle m'a attrapé le bras. Sa poigne était forte. Arrête d'agir comme ça. Ce n'est pas toi. Tu es la gentille. Tu es la douce. Je l'étais, dis-je, et regarde où ça m'a mené. J'ai retiré mon bras. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon. Elle m'a suivi, traînant derrière moi comme une enfant. Je suis désolé, a-t-elle laissé échapper. D'accord, je l'ai dit. Je suis désolé. Le truc de la cloche était stupide. C'était de mauvais goût. Je n'aurais pas dû rire. J'étais ivre. J'étais juste prise dans le moment. Je me suis arrêté et je me suis tourné pour lui faire face. Ce n'était pas un moment, Hélène. C'était un mode de vie. Je me rattraperai, a-t-elle plaidé. J'organiserai un dîner en ton honneur. Un immense dîner. Je lèverai un toast à toi. Je dirai à tout le monde à quel point tu es généreuse. Je ferai en sorte qu'Olivier s'excuse devant tout le monde. Je ne veux pas de dîner, dis-je. Et je ne veux pas de toast. Alors que veux-tu, a-t-elle crié. Elle a levé les mains en l'air. Que veux-tu de moi? Je veux récupérer ma maison, dis-je. Mais pourquoi? Elle pleurait maintenant, de gros sanglots laids. C'est trop grand pour toi. Tu seras toute seule ici. Ce sera un musée. Nous la remplissons de vie. Vous la remplissez de mensonges, dis-je. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai regardé les rideaux de velours. J'ai regardé les meubles qu'elle avait réarrangés. Il y a 4 ans, je t'ai donné un foyer, dis-je. Ma voix était calme, mais tranchante. Elle a coupé à travers ses sanglots. Je t'ai donné un sanctuaire. J'ai payé chaque facture pour que tu puisses vivre comme une reine. Et qu'as-tu fait? Hélène a reniflé. J'en ai pris soin. Non, dis-je. Tu l'as transformé en théâtre. Tu l'as utilisé comme décor pour ta vie. Tu as prétendu que tu en étais la propriétaire. Tu as prétendu que je n'existais pas. Et tu as appris à ton fils, mon neveu, que je n'étais rien de plus qu'une domestique à convoquer. C'est juste un enfant. Il a 12 ans, dis-je. Il sait ce qu'est le respect. Il traite ses professeurs avec respect. Il traite ses amis avec respect. Il te traite avec respect. Il ne me traite comme ça que parce qu'il te voit le faire. Hélène est devenue pâle. Elle savait que c'était vrai. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Olivier va à l'école ici. Ses amis sont ici. Mon cercle social est ici. Si nous partons, tout le monde le saura. Ils sauront que j'ai été mise à la porte. Je serai humilié. Tu m'as humilié, dis-je. Devant notre famille, devant ton fils. Tu ne te souciais pas de mes sentiments. Alors pourquoi devrais-je me soucier de ta position sociale? Maintenant, elle me fixait. Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu prends plaisir à ça, m'a-t-elle accusé. Ses yeux se sont rétrécis. Tu aimes me voir supplier. Je n'y prends aucun plaisir, dis-je. Honnêtement. Ça me rend malade. Je me sens terriblement mal, Hélène. Mon cœur se brise. Alors arrête. Je ne peux pas, dis-je. Parce que si j'arrête maintenant, si je te laisse rester, je te dis qu'il est acceptable de me traiter comme une ordure. Je me dis à moi-même que je ne mérite pas mieux. Et j'en ai fini de me dire ça. Je suis allé vers la bibliothèque. J'ai pris 3 livres que ma grand-mère me lisait. Je les ai glissés sous mon bras. Vous avez 28 jours, ai-je répété. Commence à emballer la porcelaine. Ça prend beaucoup de temps à emballer. Je ne pars pas, a-t-elle sifflé. Je vais prendre un avocat. J'ai des droits d'occupante. J'ai quelque chose. Tu n'as rien, dis-je. Pascal a été très minutieuse. Il n'y a pas de bail. Tu n'as payé aucun loyer. Tu es une invitée et la fête est finie. Je suis retourné dans le hall. Hélène est restée dans le salon. Elle ne m'a pas suivi cette fois. Je te déteste, a-t-elle crié derrière moi. Tu ruines ma vie. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée. Non, Hélène, dis-je sans me retourner.
Je reprends juste la mienne. Je suis sorti vers ma voiture. Mes jambes semblaient faibles, comme de la gelée. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai pris une profonde inspiration. Je l'avais fait. Je l'avais regardé dans les yeux et je n'avais pas cédé. J'ai levé les yeux vers l'immense maison. Elle me semblait différente maintenant. Elle ne ressemblait plus à un château. Elle ressemblait juste à un bâtiment. Un bâtiment de pierre et de bois et de souvenirs douloureux. J'ai démarré la voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Plus que 28 jours. Le silence après la confrontation n'a pas duré longtemps. Il a été remplacé par des documents juridiques. La 3e semaine, Hélène a réalisé que pleurer ne fonctionnerait pas, crier ne fonctionnerait pas, la culpabilité ne fonctionnerait pas. Alors, elle a essayé d'utiliser la loi. J'ai reçu un email de Pascal, mon avocate. Evelyne, nous avons reçu une lettre d'un avocat représentant Hélène et Bertrand. Il demande officiellement une prolongation de 90 jours de l'avis d'expulsion. Ils affirment ne pas pouvoir trouver un logement convenable dans le district scolaire dans le délai de 30 jours. Ils demandent de la compassion. J'ai fixé l'écran d'ordinateur. 90 jours. Cela signifiait 3 mois de plus. Si je leur donnais 3 mois, ils en demanderaient 6. Si je leur donnais 6, il resterait 1 an. Je savais comment cela fonctionnait. C'était une tactique dilatoire. Ils pensaient que s'ils restaient assez longtemps, je me lasserais. Ils pensaient que j'oublierais la colère. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Pascal. Non, dis-je. Il invoque des difficultés, Evelyne, dit doucement Pascal. Il pourrait être préférable aux yeux d'un juge que nous leur donnions un peu plus de temps. Peut-être 2 semaines. Pas de prolongation, dis-je. Pas un jour, pas une heure. Elle a vécu là pendant 4 ans sans loyer. C'était sa prolongation. Il lui reste 7 jours. D'accord, dit Pascal. Je transmettrai le message, mais sois prête. Il pourrait devenir méchant. Qu'il le soit, dis-je. Ils ne sont pas devenus méchants immédiatement. Ils sont devenus manipulateurs. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Hélène. Je ne l'avais pas bloqué. J'avais besoin de savoir s'il y avait une urgence avec la maison. Il n'y avait pas de message texte, juste une photo. C'était une photo d'Olivier. Il était assis à la table de la cuisine du manoir, la table où je prenais le petit déjeuner avec ma grand-mère. Il avait l'air triste. Il tenait un morceau de papier à ligne. Sur le papier, d'une écriture désordonnée, il était écrit « Je suis désolé, tante Evelyne. S'il te plaît, ne nous fais pas déménager. » J'ai regardé la photo. Mon cœur s'est serré. Ça faisait mal. C'était un enfant. C'était mon neveu. Je l'aimais même s'il avait été cruel. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près. Olivier ne regardait pas l'appareil photo. Il regardait sur le côté. Il avait l'air agacé. Il avait l'air d'attendre la permission de poser le papier. Et l'écriture, elle était trop soignée. On aurait dit qu'on lui avait dit exactement quoi écrire. Hélène utilisait son fils comme un bouclier. Elle l'utilisait comme une monnaie d'échange. Elle ne lui apprenait pas à être désolée. Elle lui apprenait à manipuler les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Si je cédais maintenant, Olivier apprendrait une terrible leçon. Il apprendrait qu'il pouvait sonner des cloches aux gens, les insulter, puis simplement tenir une pancarte pour que tout disparaisse. Il n'apprendrait jamais que les actions ont des conséquences. Je n'ai pas répondu au texto. Je n'ai pas enregistré la photo. Je l'ai supprimée sans la lire. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je me sentais comme un monstre, mais je savais que je ne l'étais pas. Un monstre l'aurait laissé grandir pour devenir exactement comme sa mère. Le lendemain, ma mère a appelé. Evelyne, dit-elle, la voix tendue. Hélène dit que tu as refusé la prolongation. Elle dit que tu as supprimé une photo d'Olivier s'excusant. As-tu perdu la tête? Je n'ai pas perdu la tête, mère. J'ai trouvé ma colonne vertébrale. Elle a besoin de temps. Elle a eu 4 ans, dis-je. Il lui reste 7 jours. Dis-lui d'arrêter de prendre des photos et de commencer à faire des cartons. Tu détruis cette famille, cracha ma mère. Non, dis-je doucement. Je refuse simplement de payer pour elle.
Les jours passèrent. Plus que 6 jours. Plus que 5 jours. Plus que 4 jours. Je ne suis pas allé à la maison. Je suis resté dans mon appartement. Je suis allé travailler. Je me suis assise à des réunions et j'ai hoché la tête à des clients. Tandis qu'à l'intérieur de ma tête, un compte à rebours tournait. Le dernier jour, Pascal m'a appelé. Il déménage, dit-elle. J'ai une confirmation du bureau de l'huissier. Ils ont demandé qu'un adjoint soit présent pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des camions dans l'allée. Bien, dis-je. Veux-tu y aller? Pas encore, dis-je. J'attendrai qu'ils soient partis. Je ne voulais pas les voir. Je ne voulais pas voir Hélène pleurer. Je ne voulais pas voir Olivier me regarder avec haine. Je ne voulais pas voir Bertrand prétendre être la victime. Je voulais voir la maison, juste la maison. J'ai attendu que le soleil se couche. Il était 20 heures le 30e jour. J'ai remonté la longue allée en voiture. La lune était pleine. Elle projetait une lumière argentée sur les grands chênes. La maison était sombre. Habituellement, à cette heure, toutes les lumières seraient allumées. Hélène détestait l'obscurité. Elle aurait allumé les lumières du porche, le lustre du hall, les lumières de la cuisine. Ce soir, c'était une silhouette noire contre le ciel. Il n'y avait pas de camion de déménagement, pas de voiture de luxe, pas de poney dans l'enclos latéral. Je suis sorti de ma voiture. Le silence était absolu. J'ai monté les marches. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle a tourné avec un clic lourd. J'ai poussé la porte. Le hall était vide. La grande table ronde qui contenait habituellement un immense vase de fleurs avait disparu. Le tapis avait disparu. Les tableaux qu'Hélène avait achetés avaient disparu. L'odeur était différente. Ça ne sentait plus le parfum cher d'Hélène. Ça sentait la poussière et la cire à parquet. J'ai allumé la lumière. La maison résonnait. Mes talons claquaient bruyamment sur le sol en marbre. Clic, clic, clic. Je suis entré dans le salon. Il était vide. Les rideaux de velours avaient disparu, laissant les fenêtres nues et hautes. La cheminée était froide. Il y avait des empreintes dans la moquette là où se trouvaient les lourds canapés. Je suis allé à la cuisine. Le réfrigérateur était vide. Les comptoirs étaient propres. J'ai monté le grand escalier. J'ai laissé ma main glisser le long de la rampe en chêne. Elle était lisse et fraîche sous ma paume. Ma grand-mère faisait glisser sa main sur le même bois. Je suis entré dans la chambre principale. C'est là qu'Hélène avait dormi. C'est là qu'elle avait planifié ses fêtes. C'est là qu'elle avait ri de moi au téléphone avec ses amis. La pièce était vaste et vide. Je me suis approché du siège près de la fenêtre. C'était mon endroit préféré. Quand j'étais petite, ma grand-mère s'asseyait ici avec moi. Elle me lisait des histoires. Nous regardions la pluie tomber sur les jardins. Je me suis assise sur le bois nu du siège. J'ai regardé les terrains sombres. Je pensais que je me sentirais triomphante. Je pensais que je ressentirais une vague de victoire. J'ai gagné. J'ai récupéré ma maison. Mais je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais triste. L'air semblait plus léger. Oui. La tension avait disparu. La cruauté avait disparu. La cloche avait disparu. Mais l'amour avait disparu aussi. Cette maison n'était plus un foyer. C'était juste une coquille. C'était le témoin d'un crime. Elle avait vu ma sœur devenir une étrangère. Elle avait vu ma famille se briser. Je ne pouvais pas vivre ici. Je l'ai réalisé à ce moment-là, assise dans le noir. Je ne pouvais pas y installer mes meubles. Je ne pouvais pas dormir dans ces pièces. Chaque coin recelait le souvenir d'une dispute, d'un affront, d'un moment de manque de respect. Les murs avaient absorbé la toxicité. Ma grand-mère voulait que cette maison soit un héritage. Elle voulait que ce soit un lieu de joie. Ce n'était plus le cas. Hélène avait emporté la joie avec elle en partant. Je me suis levé. J'ai redescendu les escaliers. Je n'ai pas verrouillé la porte derrière moi. Je n'avais pas besoin de protéger quoi que ce soit à l'intérieur. Il n'y avait plus rien à voler. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai appelé mon agent immobilier, Sarah. Il était tard, mais elle a décroché. Evelyne, a-t-elle demandé.
Est-ce que tout va bien? Oui, dis-je. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Mets en vente le domaine de Beauchêne, dis-je. Sarah a fait une pause. Le mettre en vente, tu veux dire à la location? Non, dis-je, à la vente. Oh, waouh, a dit Sarah. Es-tu sûr? Il est dans ta famille depuis 4 générations. Je sais, dis-je. Mais il est temps. D'accord, a dit Sarah, sa voix devenant professionnelle. Quand veux-tu le mettre en vente? Nous pouvons prendre des photos la semaine prochaine. Mets-le en vente demain, dis-je. Vente immédiate. Fixe le prix à 8,5 millions, mais j'accepterai la première offre solide. C'est très rapide, Evelyne. Je veux m'en débarrasser, dis-je. Je veux une rupture nette. D'accord, a-t-elle dit. Je vais préparer les documents. J'ai raccroché. J'ai regardé la maison une dernière fois. Elle se dressait, haute et fière au clair de lune. Elle était belle, mais elle n'était pas la mienne. Pas vraiment. Elle appartenait au passé. J'ai mis la voiture en marche et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Je sentais un étrange sentiment de paix s'installer en moi. La maison s'est vendue en 6 semaines. Un milliardaire de la tech de Californie l'a achetée. Il avait une femme et 3 jeunes filles. Il ne se souciait pas de l'histoire. Il ne se souciait pas des drames familiaux. Il a juste vu une belle maison où ses enfants pourraient jouer. Cela m'a rendue heureuse. J'ai signé les papiers dans une salle de conférence. J'ai remis les clés. J'ai regardé le nouveau propriétaire sourire. Il ne connaissait pas l'histoire de la cloche. Il ne connaissait pas l'histoire des serviteurs. Il ne connaissait pas la douleur. Il repartait à zéro et moi aussi. Une semaine après la clôture de la vente, ma mère est venue me rendre visite à mon appartement. C'était la première fois qu'elle me rendait visite en 2 ans. Habituellement, j'allais chez elle ou au manoir. Elle s'est assise sur mon canapé beige. Elle semblait déplacée dans mon petit salon. Elle tenait une tasse de thé dans ses mains, mais elle ne buvait pas. Je ne te comprends pas, Evelyne, dit-elle. Elle secoua la tête. Tu avais un héritage. Tu avais le domaine des Dubois, et tu l'as vendu comme si c'était une voiture d'occasion. Je me suis assise en face d'elle. Je me sentais calme. Pour la première fois de ma vie, sa déception ne me faisait pas de mal. C'était juste comme un bruit de fond. Ce n'était plus un foyer, mère, dis-je. Grand-mère voulait que cette maison soit remplie d'amour. Elle voulait que ce soit un endroit où la famille prend soin les uns des autres. Ce n'était plus le cas. C'était juste un endroit où j'étais la banque et Hélène était la reine. Hélène est dévastée, a dit ma mère. Ils vivent dans un appartement en location en ville. Il a 2 chambres. Olivier doit partager une salle de bain. Cela semble parfaitement normal, dis-je. La plupart des gens partagent les salles de bain. Ce sera bon pour lui. Peut-être qu'il apprendra à suspendre sa propre serviette. Ma mère a soupiré. Et l'argent, 8,5 millions. C'est beaucoup d'argent, Evelyne. J'espère que tu vas être responsable avec. Tu devrais créer une fiducie pour Olivier. J'ai souri. Un petit sourire triste. J'ai déjà géré l'argent, dis-je. Que veux-tu dire? J'ai gardé assez pour m'acheter une belle maison, dis-je. Une maison avec un jardin. Une maison juste pour moi. Et j'ai mis assez de côté pour ma retraite. Et le reste, je l'ai donné. Ma mère a laissé tomber sa tasse de thé. Elle a heurté la soucoupe avec un grand bruit. Du thé s'est renversé sur sa jupe. Quoi? J'ai fait don de 6 millions d'euros à des œuvres caritatives pour enfants, dis-je. Spécifiquement à des programmes qui enseignent l'apprentissage social et émotionnel. Des programmes qui enseignent aux enfants la gentillesse, l'empathie et le respect. J'ai regardé ma mère dans les yeux. Je veux aider les enfants qui ont besoin d'apprendre la gentillesse, dis-je, avant qu'ils n'apprennent à sonner des cloches aux gens. Ma mère n'a rien dit. Elle me fixait, la bouche ouverte. Elle a finalement réalisé qu'elle n'avait aucun pouvoir ici. Elle n'avait aucun contrôle. L'argent était parti. La maison était partie. Le levier de pression avait disparu. Elle est partie 10 minutes plus tard. Elle n'a pas dit au revoir. Elle est juste sortie.
Je n'ai pas parlé à Hélène depuis le jour où je l'ai expulsée. J'entends dire qu'elle est toujours en colère. J'entends dire qu'elle dit à tout le monde que je suis folle. C'est bien. Elle peut raconter son histoire. Je suis occupé à vivre la mienne. Quelques mois plus tard, je suis passé devant le domaine de Beauchêne une dernière fois. J'ai arrêté la voiture au bout de l'allée. J'ai regardé à travers les grilles en fer. Le milliardaire de la tech et sa famille avaient emménagé. J'ai vu une petite fille courir sur la pelouse avant. Elle poursuivait un chien. Elle riait. Son père courait après elle, essayant de l'attraper. Il n'y avait pas de cordon de velours. Il n'y avait pas de collecte de fonds. Il n'y avait pas de faux semblants. Ça ressemblait de nouveau à un foyer. J'ai senti une sensation de chaleur dans ma poitrine. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais brisé le cycle. J'ai mis la voiture en marche. J'ai baissé la vitre et j'ai laissé l'air frais me frapper le visage. Certaines personnes pensent que si elles sont assez bruyantes, si elles sont assez riches, elles peuvent traiter les gens comme elles le veulent. Elles pensent que la famille signifie que vous devez subir les abus pour toujours. Elles ont tort. J'ai pensé à Olivier et à sa cloche en argent. J'ai pensé au rire dans la salle à manger. Certaines personnes pensent que les domestiques viennent quand on les appelle, ai-je murmuré à la route vide. J'ai souri et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Parfois, ils s'en vont, tout simplement, en emportant la maison entière avec eux.